Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est Rendez-vous avec, comme chaque semaine, avec Gilles Charles. Et Gilles, cette semaine, alors on va changer un petit peu de la politique, même si on va s'en rapprocher par moments, vous allez le voir, puisqu'on va parler de la LICRA. Alors la LICRA, Gilles, qu'est-ce que Bonjour Philippe, bienvenue dans Rendez-vous avec. Et effectivement, cette semaine, on va essayer d'être un peu pédagogue, j'allais dire. On va s'intéresser c'est à peine même, on est en plein cœur du sujet, puisqu'il y a pas mal de polémiques ces temps-ci. On va parler avec le président de la LICRA sur Saint-Étienne, Yann Sakouchi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'OR FM. Alors, pour commencer, c'est tout simple. Qu'est-ce que la LICRA ? Alors, la LICRA, ça signifie Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une association qui est âgée de 90 ans aujourd'hui. J'ai noté qu'elle était fondée en 1926. Voilà, alors les statuts officiels c'était 1927 à ma connaissance, mais du coup nous sommes à peu près dans le même tempo, ça fait 90 ans. Donc c'est une vieille dame, mais c'est une dame qui est encore en forme parce qu'on a besoin d'elle par rapport au combat que nous menons contre le racisme et l'antisémitisme dans notre société, et puis au-delà, puisqu'elle est internationale. Donc il y en a dans plusieurs pays, et il y a une association de la LICRA aux travaux de l'ONU quand il s'agit de textes qui sont relatifs au racisme et à l'antisémitisme. Donc il y a une consultation. Donc le but ultime, c'est quoi ? C'est combattre toutes les formes de racisme, c'est porter un message de tolérance, porter un message, j'allais dire même large, d'amour. Oui, d'amour, en ce jour où nous enregistrons, mais l'amour bien sûr, la tolérance, et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est très important, toutes les formes de racisme. Parce qu'il n'y a pas des gens qui seraient discriminés de manière générale dans leurs origines ethniques, et puis d'autres qui ne le seraient pas. On peut tous l'être à un instant T. C'est particulièrement désagréable pour ceux qui en sont victimes. Et donc, notre combat, nous, se pose dans un cadre universel. C'est toutes les formes de racisme. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la LICRA a développé, c'est la première association qui a développé ces thèmes, a développé le racisme anti-blanc, par exemple, qui n'était pas forcément à l'agenda, comme on dit, dont on ne parlait pas, peut-être parce qu'il était moins important quantitativement que d'autres, encore que ce soit très difficile de quantifier ce genre de choses, peut-être parce que c'est moins politiquement correct, il faut dire les choses comme elles sont, mais nous avons considéré qu'il n'y avait pas de raison de ne pas le traiter. Donc c'est toutes les formes de racisme. J'en profite pour faire un petit dégagement sur ce terme de racisme qui renvoie évidemment au terme de race. Vous avez des conventions internationales de lutte contre le racisme, pour la protection des droits de l'homme, qui utilisent ce terme de race, sans distinction de race. Nos textes constitutionnels font la même chose. C'est une erreur. Je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas pu être mis un terme à cela dans le cadre des textes français, puisque vous savez peut-être que c'était une des propositions du président sortant que de supprimer le terme de race, justement, dès lors qu'il est au pluriel. Puisqu'il n'y a pas plusieurs races, il y a une espèce humaine. C'est ce que je vous disais avant de commencer l'émission. J'ai un problème aujourd'hui, moi, c'est l'importance des mots. Souvent, on se rend compte dans les discussions que les gens emploient des mots qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils utilisent à mauvais escient. Et pour moi, le mot race m'a toujours choqué, et racisme aussi, parce que j'ai dans mon conscient que sur Terre, il n'y a qu'une seule race, c'est l'humain. Donc j'avais envie qu'on m'explique ce vrai terme, ce sens de racisme. J'avais plutôt la sensation de xénophobie, puisqu'effectivement on a des gens qui sont de couleur jaune, de couleur grise, on va pas faire de bêtises dans les mots, mais il y a des gens qui n'ont pas la même couleur, on le comprend. D'ailleurs j'aime bien, toujours pour mettre l'échelle, la barre, cette phrase de Coluche qui parlait de l'Afrique du Sud à une époque qui était bien sûr sous l'apartheid, et qui disait bon, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs. C'était dans un bus, il disait il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus que des bleus. Les bleus clairs devant, les bleus foncés derrière. Oui, mais vous avez raison sur l'importance des mots, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive vite à faire des amalgames, à tout confondre, etc. Et la lutte contre le racisme, c'est effectivement le fait, à mes yeux, mais c'est aussi la conception de l'association que je représente, c'est de lutter contre le fait même qu'il puisse exister des races, que l'on puisse parler de plusieurs races. Parce que le problème, c'est que d'abord, ça n'a aucune signification biologique, scientifique, premièrement. Et secondairement, le problème, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'il y a plusieurs races, il y a une tentation
qui a déjà été mise en œuvre dans l'histoire, qui est de les hiérarchiser. Parce qu'à partir du moment où vous en avez plusieurs, quel est l'intérêt finalement, quelle est la pente naturelle de distinguer? Elle est de classifier et d'hiérarchiser. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut répéter incessamment, parce que on peut croire parfois que les combats sont gagnés, mais c'est un combat continu. Vous avez toujours autant de gens qui pensent qu'il y a des distinctions, vous avez toujours autant de gens qui écrivent des choses, en particulier aujourd'hui par les moyens de communication moderne, sur cette distinction qui n'existe pas. Est-ce qu'on a le droit quand même de constater que les gens sont quand même différents en morphologie, bien entendu de couleur? Il y a quand même une différence, même entre blancs. On peut bien noter, il y a des blancs qui sont blonds, des blancs qui sont roux, des blancs qui sont bruns, il y a des blancs qui ont des cheveux. Donc on est d'une catégorie tous la même race, mais il y a des différences. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore dire qu'il y a des différences, que on se rend compte aujourd'hui que chaque fois qu'on dit un mot, ça part dans tous les sens? Oui, vous avez raison, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'il y a un contexte qui est assez tendu finalement. Et les choses, les mots sont parfois durs et puis il y a parfois aussi des prétextes, il faut bien dire, pour réagir. Bon, évidemment qu'il y a des différences, heureusement. Le pari de l'universalisme, je crois, c'est de faire en sorte que des diversités puissent vivre ensemble. Et je crois que c'est pas du tout nié qu'il n'y a pas de différence, bien entendu. Elles sont pas biologiques, ne sont pas scientifiques au sens où on pourrait catégoriser. Mais évidemment qu'il y a des distinctions, y compris à l'intérieur des gens qui ont la même origine ethnique, comme vous le disiez. Et moi, je pense, j'espère pas naïvement, j'espère que ça correspond à une réalité, que notre diversité est aussi une richesse. Et que donc il faut la faire vivre, que chacun soit dans son identité, puisque chacun en a une, qui est plurielle, et qu'en même temps, on ait la capacité de vivre ensemble. Au fond, si on prend le cas français, c'est le pari de la République, de vivre ensemble dans la diversité. Et donc, il nous faut travailler à cela tous les jours. Je pense que c'est un combat incessant, c'est-à-dire que c'est un combat qu'on ne gagne pas, en quelque sorte. C'est un combat qu'on mène quotidiennement. On a parlé de la naissance de la LICRA en 1926-1927, donc des 90 ans. Dans la Loire, comment c'est né? Est-ce qu'il y a plusieurs branches? Vous m'avez parlé du Rhône, j'allais dire, donc bêtise, du Rouennais. Comment ça se passe dans la Loire? Comment c'est fédéré? Alors, dans la Loire, donc, pour ce qui me concerne, je préside pour l'instant une section, c'est le terme, qui s'appelle Saint-Étienne Agglomération, donc qui est sur Saint-Étienne, Londaine et Le Gier. Il y a une autre section qui coiffe, si on peut dire, le Montbrisonnais, et puis une troisième section qui est sur le Rouennais. Voilà. Au fond, chacun s'organise comme il le souhaite. Hein. C'est une association nationale et même internationale, comme je vous le disais. Après, en interne des départements, j'allais dire, chacun s'organise comme il le souhaite, de sorte à couvrir, autant que faire se peut, le territoire. Donc on pourrait avoir qu'une section, on en a 3. C'est vrai que nous avons un territoire qui est un peu étendu dans la Loire aussi. Voilà, c'est structuré de cette manière-là. Pour ce qui est de Saint-Étienne, vous avez eu une période où la LICRA de Saint-Étienne n'existait pas en tant que telle, en tant que quantité juridique, et elle dépendait de Lyon. En 1976, des statuts ont été déposés par un certain nombre de personnes qui s'occupaient de la LICRA sur Saint-Étienne, donc en coopération avec Lyon. Et notamment, la première présidente donc, en 1976 était Violette Maurice, qui était une grande résistante, qui fait notre fierté d'ailleurs. Et donc depuis, ça a continué sous cette forme-là, géographiquement parlant. Voilà, moi je suis président que depuis 6 mois, après avoir pris la suite de Christine Coué. Comment ça se passe? C'est un vote des adhérents? C'est une présidente tournante? C'est-à-dire c'est une certaine durée? Comment ça se passe dans les statuts? Alors oui, la durée normale, si je puis dire, c'est 3 ans, même si on a des assemblées générales évidemment toutes les années, donc il y a toujours une possibilité évidemment de partir avant quand on est président pour des raisons personnelles, aussi de ne plus être approuvé, ce qui est possible puisque c'est démocratique. Donc voilà, la base en tout cas c'est 3 ans et effectivement c'est un vote des adhérents.
de la section. Est-ce que chaque section dans la France a la même ligne ou il y a des lignes différentes? Est-ce qu'il y a des endroits où on est plus axé sur l'antisémitisme, d'autres sur le racisme, d'autres sur peut-être d'autres sujets plus importants dans une région? Je ne sais. En tout cas, ce que je peux vous dire, Ou c'est pareil qui vous donne la ligne et puis non, voilà. enfin, il y a une harmonisation évidemment, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, lutter contre toutes les formes de racisme, y compris le racisme anti-blanc, et mettre ça en avant, par exemple, ça peut être une ligne, évidemment, qui n'est pas forcément partagée ou en tout cas portée au quotidien par tous. Donc, évidemment, il y a une harmonisation. Après, chacun fait un petit peu avec l'actualité aussi de son coin. Hein. On n'en manque pas ici dans la Loire. Donc on réagit aussi par rapport aux affaires, évidemment, qui sont les nôtres. Et donc, il peut y avoir évidemment non pas des variations de lignes, mais des variations d'action, puisqu'on est là pour répondre aussi aux problématiques qui se posent sur le terrain. Dans l'agglomération stéphanoise, est-ce qu'il y a des manifestations? On véhicule comment son message? Comment ça se passe au quotidien pour la LICRA? Alors, de manière générale, nous avons en interne un certain nombre de commissions thématiques qui nous permettent de déployer l'action différemment. Nous intervenons par exemple dans les établissements scolaires. Donc on fait énormément d'interventions dans les établissements scolaires. Dès lors, évidemment, que nous sommes sollicités par l'équipe pédagogique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarchage, c'est une disponibilité. C'est un professeur qui vous appelle, qui vous Voilà, demande? c'est l'équipe pédagogique. Alors ça peut être un prof, le prof principal, etc. Et ensuite, donc, on monte le module ensemble. Je signale au passage que nous avons une convention à la fois au plan départemental avec l'inspection et au plan national avec le ministère de l'Éducation, puisque nous sommes labellisés pour intervenir dans les établissements scolaires, ce qui me semble être une bonne chose, puisqu'il faut faire attention à ce qu'on dit dans les établissements scolaires. Alors voilà, on essaie d'être disponible. C'est particulièrement lourd puisqu'il n'y a que des bénévoles à la LICRA et en général des gens qui travaillent, donc on prend ça sur notre temps de travail, comme dans la plupart des associations. Ça, c'est sur l'aspect scolaire. Ensuite, on peut avoir d'autres activités, bien entendu. Notamment, nous avons une commission culture qui permet de gérer ce dont on parlait un petit moment avant, c'est-à-dire apprendre la diversité, apprendre l'altérité, c'est-à-dire apprendre l'autre et ne pas en avoir peur, parce que l'autre est différent et c'est une richesse, mais encore faut-il se rencontrer. Et vous aurez constaté que souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc il y a une responsabilité, on peut faire par exemple des films avec des débats, là j'allais dire que les choses sont ouvertes d'une certaine manière, c'est sur les aspects en tout cas culturels. Nous avons également une commission qui s'occupe des questions de police-gendarmerie. Je vais faire une intervention bientôt à l'école de gendarmerie de Montluçon, qui est une sensibilisation donc aux problématiques du racisme, puisque les gendarmes, les policiers, sont ceux qui au quotidien quand même font vivre les valeurs de la République. Et donc, il faut y aller. Il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait parfois des taux d'adhésion à des partis extrémistes assez importants chez ces catégories professionnelles. Il ne s'agit pas de condamner, parce que je crois que quand on est confronté à un certain nombre de problématiques au quotidien, on ne peut pas réagir comme ceux qui sont enfermés dans leur bureau et qui ne sont confrontés à rien. Donc il faut avoir la conscience de cela, mais en même temps, on voit bien que ce n'est pas non plus la réponse. Donc ça se décline par des sensibilisations dans les écoles de police et de gendarmerie. Nous avons également une commission qui travaille sur la santé et la laïcité, qui a fait un colloque il n'y a pas longtemps, dans la mesure où on se rend compte, bien entendu, que par rapport aux problématiques de la laïcité en matière d'établissement hospitalier, en matière aussi de profession libérale de santé, il y a parfois un certain nombre de difficultés. Je pense par exemple à des revendications qui sont religieuses, enfin qui sont sur des bases religieuses, mais dont je ne suis pas sûr que ce soit l'application des textes eux-mêmes, mais qui sont sur une interprétation religieuse en tout cas, et qui peuvent poser un certain nombre de difficultés par rapport à nos principes républicains, il faut bien le dire. Par exemple, on n'a pas à refuser d'être soigné par quelqu'un qui est du sexe opposé, dès lors que c'est le médecin et qu'il est là pour apporter les soins. Mais justement, comment on l'explique ça ?
C'est-à-dire, comment? Ben, c'est facile de dire il faut accepter ou ne pas accepter les choses, mais comment on l'explique? Et justement, Oui. comment on l'explique et comment on l'explique suivant les personnes en face de nous? Si c'est des jeunes, si c'est des gens plus adultes, comment on fait passer ce message? Écoutez, moi je crois que il y a toujours deux aspects aux choses. Il y a l'application de la loi, premièrement, puisque on a un certain nombre de textes qui prévoient des choses, un certain nombre de principes qui sont déclinés dans des textes. Et puis il y a l'explication après, c'est-à-dire en gros la sensibilisation à la conviction. Je pense que c'est pas exclusif les uns des autres. Vous avez parfois des gens qui vous disent voilà, il faut appliquer la loi de façon stricte, etc. Et puis d'autres qui vous disent oui, mais enfin la loi est bien rigide, alors il faudrait discuter. Et bon, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Il faut à la fois appliquer la loi quand il y a besoin et essayer effectivement de déminer, parce qu'il ne faut pas alimenter non plus les choses et donner peut-être plus d'importance, parfois en ayant une réponse un peu radicale, aux problèmes qu'ils en ont. Donc il faut faire les deux à la fois, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile. J'ai envie de vous dire, la LICRA, elle a un rôle d'explication du vivre Oui, ensemble. elle a un rôle d'explication, elle a un rôle aussi de pédagogie. C'est la raison pour laquelle, quand on fait par exemple un colloque avec des scientifiques, avec des gens qui sont confrontés, je parle en matière de santé, on essaie de déminer. Il faut aussi que les gens aient les réponses. Quand on dit on applique la loi, oui, c'est bien, mais encore faut-il la connaître, la loi au quotidien. Tout à fait. Encore faut-il savoir comment on réagit concrètement, sans violer la loi, parce qu'on donnerait une réponse qui ne serait pas celle de la loi, alors même qu'on croit que c'est celle de la loi. Donc il y a tout un travail pédagogique à faire. Et il y a un travail après de conviction et d'explication. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans un rôle, nous, de juge ou de procureur. On peut discuter avec les uns, avec les autres. Et il faut que chacun soit quand même, à minima, conscient de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. On a beaucoup parlé de civisme, d'inculquer aux jeunes le civisme. Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de leur inculquer aussi ce que c'est qu'une loi? Oui, Ce que c'est qu'une route et ce qu'il ne faut pas franchir et ce qu'on peut franchir? oui, c'est vrai. Il faut, ça fait partie, je pense, de ce qu'il convient de faire. Et il y a des modules, normalement, qui sont faits maintenant dans le cadre de l'éducation nationale, enfin, qui existaient avant, ce qu'on appelait autrefois l'instruction civique, qui a un peu été repensé, qui s'appelle aujourd'hui l'enseignement moral et civique, l'EMC, où il y a quand même un certain nombre d'heures qui sont consacrées. Mais vous avez raison. Il faut savoir quelle est la loi, quelles sont les prescriptions de la loi. Et après, évidemment, ça n'empêche pas de se battre pour la changer si on ne la trouve pas bonne. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et en tout cas, il faut au moins la connaître. Vous savez, il y a un adage qui est un peu, qui est impossible dans toute sa plénitude, mais qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais enfin, on ne peut pas connaître 700 ou 1000 lois ou des Oui, livres entiers. Hein. on est Et puis bien on a tous une interprétation différente. on est bien d'accord. Et même parfois, devant les juridictions, il y a des interprétations différentes. Donc, il faut au moins connaître les lois du vivre ensemble quotidien. On fait notre petite pause musicale, on reviendra sur des sujets plus concrets du racisme et de l'antisémitisme juste après la chanson. Vous avez choisi de nous faire écouter Grand Corps Malade, Roméo kiffe Juliette. Est-ce que vous avez un message à travers cette chanson? Bah écoutez, je vous propose qu'on l'écoute Et et puis après on débriefe. on la commente? Allez.
sur leur temps. Bonjour, je suis Jean-Claude Charvin. Rendez-vous sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Alors, retour dans Rendez-vous avec seconde partie avec le président de la LICRA de Saint-Étienne, Yann Saccucci. On a parlé de Roméo à l'instant. J'avais envie de vous faire un petit clin d'œil. Saccucci, c'est d'origine italienne. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était plus difficile à l'époque? Vous m'avez dit que c'était vos grands-parents qui étaient italiens. À cette époque-là, est-ce que c'était plus difficile au niveau du racisme? On était dans une période trouble aussi avec le fascisme en Italie. C'était compliqué, je crois aussi. On a toujours tendance à considérer qu'on a beaucoup de problèmes à l'instant T, puis que le passé était charmant. On enjolive un peu romantique. Romantique. Roméo et Juliette. Ouais, voilà. Je suis pas sûr, honnêtement, que c'est ce qu'ils aient vécu. Hein. Vous savez, à l'époque, on disait beaucoup les macaronis. Bon, Est-ce que ça n'avait pas un côté plus sympathique quand même à l'époque? Je sais pas. Je ne pense pas, honnêtement. Alors, peut-être que... Je sais pas. Il y avait moins de problèmes, probablement, en matière économique et sociale. Ça, c'est important dans le contexte, parce que, évidemment, quand il y a moins de tensions économiques et sociales, vous avez un petit peu moins de difficultés. Après, je ne peux pas bien vous dire, puisque je n'ai pas vécu moi-même cette époque. Ce que je constate quand même, c'est que on a tendance toujours, comme je vous le disais à l'instant, à considérer qu'avant, c'était pas bien difficile, bon, etc. Vous avez eu une vague d'immigration italienne, vous avez des Polonais, etc. C'est vrai que ça a été difficile. Alors, par contre, l'intégration, comme on dit parfois, est correctement faite, je crois, puisque vous avez... je sais pas, des petits-fils italiens, par exemple, qui se retrouvent président de la LICRA, vous parlez de la République. Tout à fait. Ou même un président d'Assemblée nationale. Ah bah oui, là, c'est plus haut que moi, mais il y a Claude Barreau. Et nous avions eu avant Raymond Forny, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, qui a été président de l'Assemblée nationale, avec des parents, tout un parcours d'immigration aussi. Donc voilà, c'est bien, parce que ça montre aussi, de manière générale, qu'il n'y a pas de fatalité. On peut même faire un rebond, là, j'y viens. On parlait pendant la pause de loi et on disait que finalement, pour certains, la religion était plus importante que la loi. On parlait d'Italie, un pays qui était très religieux à une époque, oui. Et finalement, ça posait pas de problème. Il y avait quand même une séparation entre le religieux et l'État, même si la frontière est toujours un peu vague. Oui. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on ne peut pas arriver à faire... vivre les gens ensemble dans leur diversité, comme on le disait en prélude de l'émission, si on n'accepte pas l'idée que nous sommes une communauté de citoyens. Une communauté de citoyens, ça veut dire que par-delà toutes les origines, par-delà toutes les adhésions spirituelles, etc., la destinée politique qui est la nôtre est collective. Et elle n'est pas par groupe, elle n'est pas par minorité. C'est ce que permet en France, je crois, la laïcité. Ça veut dire qu'on peut croire, on peut ne pas croire et on peut aussi changer de religion. C'est important de le dire ça, parce que parfois, pour ceux qui croyaient et qui veulent changer de religion, ils sont parfois persécutés. C'est tout le sel, si je puis dire, de la laïcité. Mais, indépendamment de ses croyances individuelles, il y a une autonomie du politique par rapport à ses choix religieux. Du politique au sens, pas de la politique, du politique au sens noble du terme et général du terme. Et donc, on ne peut pas, je crois, c'est ma conviction profonde, accepter l'idée qu'une loi religieuse, pour rebondir sur ce que vous disiez, soit au-dessus de la loi commune. Parce que, d'abord, on viole la laïcité, qui est un de nos principes fondateurs, mais aussi parce que, tout simplement, je crois que ce n'est pas vivable et qu'on ne pourra pas y arriver. Je n'aime pas, par exemple, la notion de minorité, qui, d'ailleurs, juridiquement, en France, est une notion qui ne correspond à rien, hein, il faut bien le dire. Et quand vous avez des pays, c'est un peu le modèle anglo-saxon, qui reconnaît les minorités, qui reconnaît du coup un peu les communautarismes, hein, ce sont des pays qui reconnaissent des droits à des groupes ethniques, ou en tout cas des groupes minoritaires. Alors, ça peut être sur l'ethnie ou ça peut être sur d'autres considérations. Ce n'est pas la conception de la France, et pour ma part, je me félicite de cette conception qui est universaliste, qui est qu'on est un citoyen à part entière, quelles que soient ses origines et son parcours. Aujourd'hui, on constate de plus en plus cette montée du racisme. Est-ce que c'est vraiment une montée du racisme ou c'est quelque chose qui est de moins en moins caché ? Les gens les gens se lâchent un peu plus. Oui. Alors peut-être que les gens se lâchent un peu plus. Peut-être aussi,
je l'espère, j'en suis pas tout à fait sûr, mais c'est aussi une possibilité que les victimes peut-être d'actes de racisme se réveillent un petit peu plus, j'allais dire. C'est pas évident parce que souvent c'est très blessant et donc c'est pas les meilleures conditions après pour intervenir. Mais la LICRA a une responsabilité ici, j'y reviendrai dans un instant. Mais peut-être qu'il y a les deux phénomènes à la fois, si vous voulez. C'est clair qu'il y a une montée du racisme à la fois en France, mais aussi il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que nous avons toujours tendance à être un peu franco-français en France, mais aussi en Europe et aussi dans le monde. Surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez l'élection d'un président qui, évidemment, pose quand même un certain nombre de questions. Et vous avez tout un tas de pays où la relation à l'autre n'est quand même pas évidente. En Europe, la montée des populismes se constate un peu dans tous les pays. Donc, ça veut dire quand même que ce n'est pas un problème franco-français. Est-ce que c'est pas un peu dans la nature de l'homme d'avoir un peu je vais pas dire du racisme, mais de la jalousie à travers l'œil de son voisin? Oui, sûrement. C'est un peu la jungle. C'est un peu la jungle. Donc il faut la réglementer et mettre des lois qui permettent de vivre ensemble. Il faut réglementer effectivement les choses parce qu'on ne peut pas se contenter des réactions humaines, même si elles relèvent parfois de l'instinct ou de je ne sais quoi. Mais ça, ce n'est pas possible. On peut avoir parfois des réactions de haine à l'égard de quelqu'un, de rejet, mais pas, comment vous dire, spontanément. Mais il faut se reprendre d'abord, si c'est possible, et en tout cas, il faut que l'État arrête ces phénomènes. J'insiste là-dessus parce que vous me permettez de dire qu'il n'y a pas les racistes et puis ceux qui ne le seraient pas. Il faut éviter, en tout cas c'est ma conception, une vision un petit peu manichéenne des choses. On peut tous être victimes, on peut tous être auteurs, pardon. Alors, c'est pas forcément du racisme, ça peut être un rejet sur un autre fondement, etc. Mais en tout cas, un rejet de l'altérité, un rejet de celui qui ne nous ressemble pas pour X ou X raisons. Et c'est à soi, c'est là que c'est important d'être conscientisé, de se dire, non mais ça va pas, là, j'ai franchi des lignes qui sont infranchissables. Il y a un vrai problème. La ligne jaune, si je peux me permettre. La ligne jaune, oui. Et donc, c'est une responsabilité qu'on a aussi pour soi-même, je le crois. Je voudrais, si vous me permettez, ajouter quelque chose, parce que tout à l'heure on parlait des missions de la LICRA, et puis comme nous sommes sur des thématiques intéressantes, nous avons nous avons développé. Je vais vous dire une dernière chose par rapport à nos activités. Je vous disais qu'on avait un certain nombre de commissions. Il y a évidemment également une commission juridique. Pour les victimes dont nous parlions à l'instant, il y a un processus d'accompagnement. Si elle le souhaite, bien sûr, il n'y a jamais rien d'automatique et chacun fait bien ce qu'il veut. Mais si elle le souhaite... Ou ce qu'il peut. Ou ce qu'il peut. Mais justement, quand on peut moins, c'est parfois intéressant d'avoir des gens qui peuvent vous aider. Et donc, il y a un processus d'accompagnement des victimes quand on en arrive là. Et il arrive que la LICRA se constitue partie civile aux côtés des victimes, avec des avocats qui sont des avocats référents, parce que le droit de la discrimination ou de la non-discrimination est un droit qui est compliqué. Et vous avez des avocats, dont je précise au passage, parce que je trouve que c'est bien de le dire quand même, qui travaillent bénévolement dans ce cadre-là, et qui vont aller jusqu'à une conscience de partie civile, etc., pour accompagner les victimes. Évidemment, le jour du tribunal, mais aussi en amont, c'est quelque chose qui est particulièrement riche pour certains qui sont évidemment un peu prostrés. Est-ce que dans la Loire, on a beaucoup d'affaires de racisme et d'antisémitisme encore aujourd'hui ? Alors, je n'ai pas de chiffres qui permettraient de comparer avec un autre département. Il y a des affaires audiencées, oui. Dans ma vie professionnelle, étant avocat par ailleurs, il m'est arrivé d'en plaider. Donc contre des auteurs, et notamment des auteurs, pour la dernière fois, d'un blog qui était antisémite et qui a été lourdement condamné par la justice d'ailleurs. Voilà, donc on va quand même assez souvent au tribunal, oui. Justement, vous parliez de blog, c'est peut-être un bon rebond. Est-ce que tous ces réseaux sociaux n'ont pas permis justement allez, je vais le dire, ce n'importe quoi ? Oui.
ce défoulement, cet acharnement. Vous remarquez qu'il n'y a pas que contre le racisme qu'il y a... Non, c'est vrai que la connerie est en train de... Oui, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de filtre. Il y a aussi, ce qui me choque beaucoup, moi, à titre personnel, un anonymat qui est permis par ces réseaux sociaux. Parce qu'au fond, rien n'est pire, je trouve, que de ne pas assumer ses propos. Et parfois, vous avez des gens qui écrivent des choses à longueur de temps et qui sont cachés, évidemment, derrière des pseudos, etc. Et ça, je trouve que c'est un peu le règne de la lâcheté. C'est pas vraiment la société dans laquelle j'aime vivre. Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'humour, justement, dans ces réseaux-là ? Mais j'espère. Parce que l'humour, c'est quand même quelque chose qui peut être salvateur et dont on a besoin, je crois. Il faut faire attention, évidemment, à ne pas franchir, diffamer, etc. C'est-à-dire être dans des processus, évidemment, qui seront condamnables par la loi. Il faut faire attention également à ne pas blesser, etc. Il faut faire attention, quand on fait de l'humour, à ne pas s'attaquer à des catégories identifiées en les, évidemment, rabaissant et en faisant des amalgames qui consisteraient à dire que telle catégorie est plus portée à faire ci ou ça, c'est-à-dire en alimentant des préjugés sur des catégories, parce que c'est par les préjugés que se créent les phénomènes racistes. Effectivement, mais on se rend bien compte qu'il y a des choses qu'on pouvait dire dans les années 80 qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Et il y a certaines catégories dont on ne peut plus parler aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est une évolution, ou est-ce qu'on est vraiment dans... C'est même plus du racisme, je sais pas, il n'y a pas de terme, mais je sais pas, quand on disait avant on disait bien l'expression sous comme un Polonais. Et je crois que les Polonais en rigolent. Je pense qu'ils en rigolent. Tout à l'heure, vous avez parlé de macaroni. Ça reste quand même, enfin pour moi, c'est quand même pas très très grave. Oui, alors après, on dit bien, moi j'entends souvent sale français, j'entends les fromages, j'entends plein de choses. Personnellement, ça me touche pas du tout, quoi. Donc, où est la part de l'humour et de la vexation? Ah ben, c'est une question difficile que vous posez, qui fait écho à certains problèmes qui ont pu être constatés ici et là. Et c'est vrai que la réception aussi des choses n'est pas la même par Pierre et par Paul, si je peux m'exprimer ainsi, et que vous avez du coup une difficulté. Moi, je crois que la ligne jaune, elle est, si vous voulez, d'abord si vous vous situez dans le cadre infractionnel, c'est-à-dire que si vous êtes dans le cadre d'une infraction, et si vous êtes dans la mise en exergue de catégories qui seraient liées à des personnes. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, quand on disait il est sous comme un Polonais, ça les choquait pas. Je sais pas en fait. C'est peut-être un mauvais exemple, mais j'essaie de blesser personne, justement. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais c'est compliqué, si vous voulez, parce que je ne suis pas sûr que ça n'ait jamais blessé quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que c'est un petit peu difficile de répondre et d'avoir une réponse systématique, quoi. Moi, je pense qu'il vaut mieux éviter ce genre de propos, parce que il y a toujours une part qui peut blesser certains. Vous savez, souvent dans les cours de récréation, par exemple, où le racisme, enfin en tout cas les paroles entre les enfants sont assez libérées, vous avez parfois un peu des souffres-douleurs sur des raisons ethniques, etc. Et puis, parfois l'enfant dit rien, ou parfois il rigole, même parce que c'est une manière de faire comme si on acceptait, et puis il en souffre, quoi. Donc, et pourtant, peut-être que dans l'esprit de ceux qui le disent, c'est pas, il n'y a pas une volonté de blesser, ou en tout cas de blesser profondément. C'est plutôt l'idée de faire un bon mot, quoi. Voilà, mais je crois qu'il faut faire attention quand même aux bons mots, parce que une personne qui est blessée, je ne parle même pas de l'aspect légal, là, une personne qui est blessée, elle le porte après toute sa vie et elle en souffre, puis ça peut créer une réaction aussi en rebond, c'est-à-dire que ça crée des phénomènes de crispation, et je pense qu'il vaut mieux éviter ça. Philippe a une question. Ouais, non, en fait, Gilles, c'est par rapport à ce que tu disais, notamment pour moi, avoir dans la famille des gens d'origine italienne, je crois pas que macaroni, à l'époque, ça les faisait beaucoup rire. C'était pas de l'humour du tout.
C'est ce qu'on dit aujourd'hui, on va pas le dire, mais quand on traite quelqu'un de sale arabe, par exemple, aujourd'hui, macaroni, ça avait exactement la même consonance. Hein. Je crois pas que c'était de l'humour. Hein. Et je pense qu'à l'époque... Non, mais je parlais pas d'humour pour le mot de Non, macaroni. mais tu dis, je mettais un degré, j'avais l'impression que c'était pas très grave. Moi, je pense qu'au contraire, s'il y en a, ça leur a fait beaucoup de dégâts. Hein. Oui, c'est-à-dire c'est le problème du temps qui passe, quoi. C'est-à-dire moi, c'est justement les degrés que je voulais comprendre. Oui, non, mais je comprends. Mais ce que je veux dire avec le temps qui passe, c'est que rétrospectivement, comme on n'est plus dans cette problématique, d'une certaine manière, avec les gens qui ont des origines italiennes, de manière générale quand même, on peut dire, ah bah oui, c'était le passé, et on a tendance du coup à gommer les aspérités, parfois. Alors que quand c'était vécu en direct... Au moment où il y avait des confrontations, des gens qui étaient mis au banc un petit peu de la société, il y a fort à parier, mais je n'y étais pas, que c'était exactement pour eux, en leur fort intérieur, sensiblement la même réaction ou le même sentiment que ceux qui sont aujourd'hui traités de la même manière par rapport à leurs origines. C'est là où je disais qu'on a tendance un petit peu à enjoliver le passé parfois, à gommer les aspérités, à faire comme si finalement les choses n'étaient pas très graves. Je pense que c'est une lecture peut-être qu'on a aujourd'hui, mais qui est un peu déformée par rapport à hier. Alors pour retourner la question, quand on est traité de sale français, comment on doit le prendre? Parce que vous êtes de la littérature. Eh bien, on doit le prendre très mal. On doit le prendre très mal parce que c'est une forme évidemment de rejet de l'autre. Et donc, en gros, si vous voulez, par rapport à la société, c'est tout aussi problématique qu'on soit traité de français plutôt qu'une insulte qui irait dans le sens inverse et que je ne dirais pas. Donc ça revient exactement au même. C'est pour ça que tout ce qui est le racisme anti-blanc est une problématique qui fait partie de notre combat et qui n'est pas moins importante à mener que le reste. Et comment on combat tout ça? Par le dialogue? Par quoi on combat? Vous parliez d'école tout à l'heure. Vous avez des langages, des méthodes spécifiques, encore une fois, suivant les âges, suivant les classes, oui. suivant... Oui. Alors, il y a c'est l'avantage un petit peu, comme je vous disais, de la labellisation, c'est-à-dire qu'on a des programmes, en quelque sorte, pour intervenir. On ne parle pas de la même manière à un élève de 6e et à un élève de seconde. On ne parle même pas de la même manière à un élève de 6e et à un élève de 4e. Hein, ça évolue vite à cet âge-là. Et il faut trouver le bon, comment dire, à la fois le bon rythme et le bon ton. Donc, et le bon mot? Ah ben oui, et le bon mot. En tout cas, les mots, puisqu'on en parlait au début, il faut déjà commencer à les expliquer dans les interventions. C'est un peu la première partie. Parce que alors évidemment, si on n'est pas d'accord sur les mots, hein, c'est vrai dans notre matière comme dans d'autres, on ne peut pas avoir une action quelconque. Il faut être d'accord sur les mots, le matériau brut, sur le diagnostic qu'on peut porter, et puis après sur les réponses qu'on peut apporter aux problématiques qui se posent. Et donc avec les élèves, effectivement, il y a une forme de gradation, si vous voulez, en fonction de l'âge, évidemment. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Je pense que s'il y a une action qui peut être efficace, c'est toujours difficile de voir l'efficacité des actions qu'on mène, mais je pense que s'il y en a une qui peut être efficace, c'est celle qu'on mène dans l'éducation, parce que c'est les citoyens de demain, et qu'il faut éviter de reproduire certains schémas, et il faut se construire avec les valeurs de la République. Moi, je n'ai pas peur de le dire, la LICRA est pleinement dans le combat des valeurs républicaines. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une route qui mène vers l'espoir, vers ce fameux vivre ensemble, ou alors on sent qu'on est au bord de la crise ou de la rupture? Je ne peux pas bien vous dire que tout va bien, parce que ça ne serait pas immensément crédible. Ce que je crois, moi, c'est qu'effectivement, dans un contexte qui est un petit peu compliqué, c'est justement le moment de régénérer, de réenchanter les valeurs de la République, la laïcité et le triptyque républicain. C'est parce que ça ne va pas très bien qu'il faut être sûr de nous-mêmes. Et je pense, enfin c'est la logique et la raison de notre action, que ça passe aussi par des interventions auprès des jeunes, comme je vous disais, mais pas que, parce que on sent bien qu'il y a parfois une forme de méconnaissance de ce qui fonde notre pacte républicain, notre pacte commun. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne crois pas qu'on puisse y arriver
sans cette approche commune qui est celle que portent la République et la laïcité. On est un peu ces jours-ci dans la tourmente au niveau politique, au niveau des affaires. Est-ce que ça participe aussi au fait que les gens, ils sont de moins en moins tolérants, ils sont peut-être de plus en plus racistes? Oui. Et quand je dis raciste, alors, c'est encore une fois entre guillemets. Oui. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait un lien direct avec le racisme si vous parlez des affaires par rapport aux campagnes présidentielles ou Je par parle rapport... de ces politiques qui nous donnent des leçons et puis Oui, qui sont pas tout c'est à ça. fait correctes. Oui. Je parle de la dernière histoire avec cette fameuse histoire des policiers et de Théo. Ah oui. Je parle de tout un tas de choses qu'on entend. J'entends des circonscriptions dans la Loire qui pourraient basculer Front National. Oui. Donc on est, c'est un peu le grand écart, quoi. Là, on est en train de parler de racisme, d'antiracisme, de tolérance, et puis on a un message dans la réalité qui, finalement, il est à l'opposé, quoi. Alors, de manière générale, sur les responsables publics, je ne vais pas parler d'affaires en particulier, simplement, il est vrai que pour avoir cette communauté commune, il faut aussi avoir une dynamique politique qui permette... Un projet ? Oui, des projets, et puis des gens qui font qu'on puisse adhérer et adhérer collectivement, d'une certaine manière. Faire société, comme on dit parfois. Alors, c'est vrai que quand... vous avez des problématiques avec ceux qui sont censés porter l'ensemble de la nature de ce que vous évoquez, on ne peut pas dire que ça aide au mouvement, bien entendu. Sur les affaires policières, puisque vous évoquiez cette actualité, bon, il faut que la lumière soit faite, parce que bon, tout n'est pas très clair. Et évidemment, on ne peut pas admettre qu'il y ait des violences de cette nature, si elles sont avérées, qui se produisent de la part des forces de police. En même temps, je signale, ayant dit cela de façon très claire, que la plupart du temps, quand même, je vois une action policière qui est digne de respect et qui ne porte pas, qui n'engendre pas de problème de cette nature. Donc, il faut faire attention là aussi de ne pas faire des amalgames dans l'autre sens. Il peut y avoir des problèmes, il faut les régler, il faut traiter avec la plus grande sévérité parce que là aussi on piétine les valeurs de la République dès lors qu'on aurait ce type de comportement. Je mets tout ça au conditionnel. Mais en même temps, il ne faut pas que ces cas-là, qui sont des cas problématiques, entachent l'ensemble de l'action d'un corps qui est quand même une action compliquée et qui, la plupart du temps quand même, se passe pas trop mal. Pour conclure, un dernier mot. Écoutez, merci de votre invitation. Ça sera mon dernier mot. Puis j'espère que, évidemment, votre émission participera de la connaissance non seulement la LICRA, mais de manière plus générale de nos combats et contribuera ainsi à faire vivre et pleinement vivre les valeurs de la République. Moi, j'aimerais ajouter une chose, c'est que on voit tellement de belles choses faites quand les hommes sont ensemble et pas contre, qu'on se demande pourquoi ils ne sont pas plus souvent ensemble. Oui, c'est vrai. C'est un immense gâchis, indépendamment. On a parlé des souffrances, on a parlé des violations de la loi, etc. Mais de façon première, oui, c'est un immense gâchis que de se liguer les uns contre les autres et finalement sans raison fondamentale, comme on l'a vu, je crois, sans raison essentielle au sens premier du terme. Et donc, il est temps, puisque vous disiez que les temps sont compliqués, ce qui est vrai, il est urgent de mettre un terme à tout ça et se retrouver ensemble pour construire l'avenir. Alors moi, avant de terminer, j'aimerais faire une petite aparté. On a parlé de pâtes dans cette émission avec le mot macaroni. Oui. Toujours en étant respectueux de tout le monde. Et j'aimerais faire un petit appel. On fait une émission qui s'appelle Mon Italie à moi tout l'été. On avait l'année dernière fait un voyage à travers toutes les grandes villes italiennes. Et bien moi, je vous appelle, auditeurs de Loire FM, si vous avez envie de parler d'Italie, je recrute 9 personnes, 9 voix pour venir me parler de l'Italie. Et ça sera tout l'été 2017 sur l'antenne de Loire FM. Donc vous voyez la fraternité entre les peuples. Et ceux qui ont l'Italie dans le cœur, rendez-vous sur Loire FM tout l'été. Yann Sacucci, c'est encore en lien avec l'Italie. Je vous remercie d'être venu. Merci à vous. Au plaisir de vous recroiser peut-être dans les palais de justice ou dans les rues de Saint-Étienne. Oui, on a sûrement avec plaisir. Je sais que vous avez été professeur aussi. Oui, à l'université. Oui. Donc il y a une jeune fille que je connais bien qui vous a eu comme élève, qui vous croise au palais de justice. Merci Philippe. On va aller manger les pâtes. A presto. Bon appétit. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec.
Well, when he's out late at night, if he's got his head on right,